Ce programme vous est offert par Illico Cash. La mort continue de frapper en Ituri de suite de l'insécurité. 4 personnes ont été sauvagement abattues ce dimanche par des hommes armés dans un comptoir d'achat d'or à Bunia, chef-lieu de la province. Dénonciation à Lubumbashi d'un réseau de mafieux fournissant des plaques d'immatriculation pirates. Un phénomène qui renforce l'insécurité dans la province du Haut-Katanga et affaiblit les recettes fiscales. Dossier à suivre dans ce journal. Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Bien que l'extrême droite n'a pas pu réunir la majorité nécessaire pour gouverner, le président français aussi a perdu des sièges à l'Assemblée au profit de la gauche. Nous suivrons dans ce journal les analyses de notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, 4 personnes ont été abattues sauvagement ce dimanche par des hommes armés non identifiés dans un comptoir d'achat d'or à Bunia. Ces malfrats se sont ensuite volatilisés dans la nature sans être inquiétés après avoir remporté un colis. La valeur n'est pas déterminée. On écoute à ce propos le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, structure qui regroupe les 21 communautés originaires de la province. Metawani Michel. La province de l'Ituri est en train de traverser une situation socio-sécuritaire très difficile pour le moment, bien que nous sommes sous un état de siège. Je crois la semaine passée, comme vous avez suivi à travers les médias, il y a eu affrontement entre les groupes armés et l'armée aussi contre les groupes armés qui a coûté la vie à plus de 40 de personnes dans le territoire de Djoudou. Et aussi, on a assisté à la mort des Chinois à travers ces groupes armés qui ont massacré 6 Chinois. Et à plus de ça, nous venons d'enregistrer aussi hier dans la ville de Bunia, à plein centre de ville, autour de la journée. Et 4 personnes ont été aussi massacrées par des bandits à main armée jusque-là non identifiés. Ce qui fait que la situation sécuritaire de la province de l'Ituri est vraiment déplorable. Au-delà de ce qui se passe dans les territoires de Djougou, il y a aussi la menace qui est récurrente de groupes qu'on appelle ADF Nalu et de Mai Mai dans les territoires de Djougou et Mambasa. Ce qui fait que la population de l'Ituri est en train de traverser une situation très difficile. Raison pour laquelle nous avons notre gouvernement qui est le responsable qui devrait garantir la vie des personnes et de leurs biens et à les protégeant devant ces détracteurs, des personnes qui ont pris les armes d'une manière illégale et ils le savent très bien. Nous pensons que le gouvernement devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour imposer la paix. Les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration séjournent au Caire, en Égypte. Un voyage d'études qui s'inscrit dans le cadre de concrétiser la théorie apprise. Les stagiaires ont visité dimanche 7 juillet les commandements des forces parachutistes et des forces Thunderbolt au Caire. Le commandement des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en République arabe d'Égypte. Ces stagiaires ont, sous la conduite du général des brigades Kakenza Jean-Claude, passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024, le mission, le fonctionnement, l'historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne. Au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité, ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations des parachutistes qui a conduit les stagiaires du Wind Tunnel jusqu'à la zone de saut. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions-réponses. C'est ici, dans cette zone de saut,
que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôturé leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le fait final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire du commandement para. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lieux assisté à des séries de démonstrations des rangers égyptiens. Nous serons de la part le plus important. À la fin de la soirée, le général des brigades Kakenza Jean-Claude a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussenga Kassongo Jean-Baptiste de la RDC en Égypte. Piraterie des plaques d'immatriculation. Dans la ville de Lubumbashi, ce phénomène non seulement affaiblit les recettes fiscales, mais aussi favorise l'insécurité dans la province du Haut-Katanga où sévissent depuis plusieurs années des réseaux mafieux. Dossier de Jean-Marie Kazambo. À qui profite la piraterie des plaques d'immatriculation des automobiles dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, et son impunité? Le Haut-Katanga est la seule province de la RDC où on peut compter 30 véhicules marques différentes, tous avec le même numéro de plaque d'immatriculation sous l'œil impuissant de l'autorité de l'État. Les commandants du bureau 2 de la ville de Lubumbashi, surnommé Tolérance Zéro, qui s'étaient opposés à cette pratique qui alimente et favorise l'insécurité à Lubumbashi, s'est vu interdit d'interpeller les membres de ces réseaux mafieux par une décision du président de l'Assemblée provinciale sans vouloir l'entendre du coup. Toutes les opérations qui visaient stopper cette hémorragie des pirateries, des plaques sont mises en berne et la mafia a emporté sur la police. Lubumbashi est une ville cosmopolitaine avec un afflux de véhicules dont la mafia des pirateries favorise l'insécurité sur la voie publique dont sont victimes des paisibles citoyens. Électrification du territoire de Monkonto. L'agence File WWF et les ressortissants de ce territoire ont décidé d'une coopération afin de desservir en électricité ces territoires et ses environs en construisant une centrale hydroélectrique d'une puissance estimée à 5 MW. Le week-end dernier, les deux parties étaient en réunion pour la préparation de l'état des frais. La présentation de l'état des frais chiffré à présenter à l'agence File WWF pour financer les études de faisabilité pour électrifier les territoires de Monkonto et ses environs à une puissance estimée à 5 MW s'est fait à Kinshasa au bureau du PNUD. Dans l'historique du territoire de Monkonto qui présente des potentialités économiques diverses telles que l'agriculture et l'élevage qui sont les activités principales pratiquées dans ces coins. Ces projets mettraient également en valeur les richesses minérales non exploitées dans ces coins comme l'or, les diamants, les pétroles et tant d'autres. Si Dynamique Câble appuie cette population et que nous parvenons à donner de l'électricité à la population de Monkonto et de ses environs, c'est que la forêt aura moins de pression. Voilà pourquoi nous sommes penchés sur ça. Vu l'opportunité et la nécessité du développement durable, comme l'a dit le président de la République Félix Tshisekedi, pour résorber les déficits énergétiques, Dynamique Câble fait ses projets de construction d'une centrale hydroélectrique d'une puissance estimée à 5 MW pour alimenter Monkonto et ses environs. Vous savez, Monkonto, nous sommes pas étouffés comme tel. Notre plus grande partie de la forêt est réservée au parc. Et le plus grand parc, parmi le parc Salonga. Alors quand on a du courant, vous voyez la population, ce qui amène le courant, c'est le développement, le début du développement. Et là, la forêt va se tranquilliser avec les animaux même. Et voilà un peu pourquoi nous voulons que ce projet puisse vraiment se réaliser. Un projet qui s'avère être un ouf de soulagement pour les habitants de Monkonto et ses environs. Ces derniers remercient en avance le directeur général Rodin qui veut mettre en œuvre ces projets et les ingénieurs expérimentés affectés pour mettre en œuvre ces projets.
Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Ndomboyo, a pris part à la Sainte Seine de la communauté Liloba Nzambe, dirigée par le prophète Condé hier dimanche 7 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte, où il a lancé un message de paix à tous les Congolais et les a invités à soutenir Félix Tshisekedi pour la paix dans le pays. Prenant part à la Sainte Seine de la communauté Liloba Nzambe, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Ndomboyo, n'a pas manqué à témoigner à la foule son engagement à soutenir l'allure de paix et des développements que prend le président de la République, Félix Tshisekedi. Devant des milliers de fidèles venus de divers horizons pour partager ces moments de prière, les ministres d'État, Guy Ndomboyo a invité le Congolais au combat pour la paix durable en soutenant notre armée ainsi que la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Makambo Yakimia Tata Mokonzi Mboka Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. En ce qui concerne la paix, le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne dort plus. Tous les jours, lui, le gouvernement ainsi l'armée nationale ne cessent de se battre pour que la paix totale règne en RDC. Nous savons tous avec Dieu, dans la prière, nous sommes certains que la paix est déjà en train de revenir de manière totale dans toute la République. Se réjouissant d'avoir participé à cette importante cérémonie, Guy Ndomboyo réaffirme son engagement à promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de développement d'un autre pays. Ce dimanche a eu lieu l'installation du nouveau comité de gestion de l'association mutualiste des ressortissants de Kabea-Kamwanga. Au cours de cette cérémonie symbolique, le nouveau comité de l'Amourka, dirigé par le président José Dechi, a été chaleureusement félicité par les membres de l'organisation. José Dechi promet de travailler d'arrache-pied pour le bien de la communauté. Le nouveau comité de gestion de la Mourka, entendu par l'association mutualiste des ressortissants des Kabea-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental, a été installé officiellement dimanche 7 juillet à Kinshasa par ses pairs au cours d'une cérémonie symbolique organisée par la structure. Ce nouveau comité de gestion conduit par les présidents José Dechi Chidingi est installé quelques mois après sa désignation par les 3 clans qui composent les Kalonji, Kabula, Mpuka à Kabea-Kamwanga. L'association mutualiste des ressortissants de Kabea-Kamwanga, América en cycle et à point. Les regroupe à son sein tous les ressortissants de Kabea-Kamwanga, où qu'ils soient à travers les membres. C'est là pour le développement de cette contrée, à son bien-être, l'épanouissement de ses fils et filles. Vous êtes portés sur ma modeste personne, ainsi que celle de chaque membre du nouveau comité que je suis appelé à conduire. Votre soutien, vos conseils seront toujours les bienvenus. Je vous exhorte à œuvrer pour la paix, dans l'unité, l'amour et l'évolution pour la promotion. Et on prit part à cette cérémonie, Stéphane Kazadi Mpangu n'a pas manqué à dire. Je suis très satisfait pour la paix de la façon dont j'ai mis les hommes. Les maires ont organisé ça. Je leur demande de soutenir ces comités ici pour aller de l'avant. Puisque là où il y a des hauts et des bas, il n'y aura pas de l'avant. Si on soutient de bons conseils, il ira de l'avant avec ce comité. Notons que le président de l'association mutualiste des ressortissants des Kabea-Kamwanga, José Dechi Chindingi, et les membres de son équipe seront à la tête de l'ASBL Amorka pour un mandat de 5 ans. Après avoir été élevés à une autre fonction de l'État, les fils et filles Avou ont été honorés par la mutualité des Bahavou ce dimanche 7 juillet. Une rencontre qui a connu la participation de plusieurs hauts cadres du pays issus du Sud Kivu. Une occasion pour le président de cette structure, Jean-Marie Mbaporiki Namegabe, d'appeler toutes ces personnalités au respect des valeurs de Bahavou. C'est dans une ambiance festive que se sont réunis les membres de la mutualité des Bahavou ce dimanche 7 juillet. Objectif, honorer les personnalités de la communauté Avou élevées en unité aux hautes fonctions de l'État congolais, tant dans le pouvoir législatif qu'exécutif. Jean-Marie Mbaporiki, président de cette communauté, s'est réjoui du déroulement de cette cérémonie. L'objectif
était de nous réjouir en famille au sein de la mutualité des Bahav. Nous sommes des Bahav. Avec les nôtres qui viennent d'être élevés au sommet de l'État dans les pouvoirs législatifs et dans les pouvoirs exécutifs. Une occasion pour Jean-Marie Mbaporiki d'appeler ces personnalités au strict respect des us et coutumes de la communauté Bahavou. De bien honorer la caractéristique de notre tribu. Nous avons parmi nous-mêmes un père de l'indépendance, Anissé Kachamoura. Ça veut dire que nous avons une tribu caractérisée par l'honnêteté, la rigueur et le sens de la protection du bien public. La mutualité des Bahavou est une structure originaire du Sud Kivu qui vise à promouvoir les valeurs et vertus des Ahavou. À ces jours, cette mutualité connaît plusieurs personnalités politiques, notamment le professeur Bahatilou Kwebo, l'ancien gouverneur Théo Ngwabidje, pour ne citer que cela. La RDC manque-t-elle de leadership visionnaire? Non, rétorque le professeur Godempoy. Ce scientifique a, lors d'une conférence débat sur la rétrospective et la prospective de la gestion économique de la République démocratique du Congo 64 ans après l'indépendance, affirmé que Félix Tshisekedi est d'ailleurs en tête en tenant compte de la nouvelle théorie du leadership. L'événement a eu lieu au chapiteau de l'université de Kinshasa. Dans son exposé, le professeur Godempoy a relevé le rôle qu'a joué le Fonds monétaire international dans l'accompagnement de plusieurs États qui ont réussi à stabiliser leur économie. Pour la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la misère n'est pas allégée, s'interroge l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Les dépenses sécuritaires ont explosé jusqu'à plus de 700 millions de dollars et lorsque vous prenez 1,5 milliard de gratuité, 1,6 milliard devant soutenir le programme de 145 territoires, ce qui va rester est réduit. À l'époque, on n'avait pas les mêmes engagements, a-t-il rétorqué. Actuellement, poursuit-il, les performances économiques sont là et sont réelles et effectives. Les performances sont réelles, les chiffres sont là. Depuis l'année passée, la RDC est entrée dans les top 10 des meilleures économies africaines, en talonnant les Ghana. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Fonds monétaire. C'est pour la toute première fois de l'histoire de notre pays qu'un programme noué avec le Fonds monétaire international a été déclaré concluant. Maintenant, il faut répondre à la question, est-ce qu'il y a eu leadership depuis 2019 jusqu'à ce jour? Les indicateurs sont clairs. Tenant compte de la théorie du leadership et de l'apport de chaque régime, Félix-Antoine Tshisekedi est en tête, relève le professeur Godempoy. Chaque régime a contribué à sa manière. Les chiffres attestent que le premier, c'est l'actuel président. Cette conférence débat vient mettre fin aux allégations avancées sur le manque de leadership en République démocratique du Congo par les ministres Jean-Lucien Boussa. Intervenant à son tour, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a salué le leadership éclairé et incarné en Félix Tshisekedi pour la concrétisation des nombreuses réalisations au pays. Outre le professeur Godempoy, les panels étaient aussi constitués du vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, du ministre en charge du commerce extérieur Julien Paluku, du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo William Pambou, mais aussi du professeur David Lubo. L'extrême droite menée par le couple Le Pen-Bardella devra attendre avant de rejoindre Matignon. Une semaine après sa victoire aux législatives nationales, le Rassemblement national a été battu presque à plat de couture par le nouveau Front populaire, premier, et la coalition présidentielle Renaissance, deuxième. Des résultats qui ne devraient pas rester sans conséquence en plein mandat. Gabriel Attal a tenté de déposer sa démission aujourd'hui pour que la machine mette en place une cohabitation telle que l'exige la Constitution française, mais l'Élysée a rejeté, lui demandant de demeurer Premier ministre pour le moment afin de garantir la stabilité du pays. Ce matin, dans 50 bonjours avec Gaëtan Kouba-Bouranzi, le directeur général de Télé 50 et éditorialiste Jean-Marie Kassamba, qui suit cette affaire de très près depuis les débuts, a donné sa lecture de la situation. C'est pour ça qu'on dit très souvent attention aux décisions émotionnelles.
épidermique. J'en ai même dans d'autres pays d'Afrique, où les gens disent, même chez nous, on a à un moment donné dit, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut regarder dans la balance. Si je dissous l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'ai comme poids? Est-ce que j'ai l'argent pour organiser les élections? Et ils ont l'administration. C'est vite fait, hein, vous avez vu? Le ministère de l'Intérieur qui fait tout. Ils ont l'administration. Ils ont l'informatique, ils ont les fichiers, ils ont tout. Mais si ça se fait chez nous ici, on n'a pas l'identification, on n'a pas l'informatique, on n'a pas une administration qui tient la route, on n'a pas la structuration. Et ça demande, c'est plus qu'une élection anticipée. Donc ça demande beaucoup d'argent. Presque $1 milliard qu'on ne peut pas mobiliser aussi vite. Et ensuite, il faut regarder les contrôles politiques, c'est-à-dire les sociales par exemple. Si vous ne donnez pas à manger à la population, s'il n'y a pas la sécurité, si les gens ne sont pas contents, il suffit de les consulter, vous allez avoir un boomerang. Mobutu l'a essayé. Les portes du championnat national de football féminin se referment ce lundi à Lubumbashi avec la finale Mazembe-Amani. Chez les messieurs, les Léopards sont fixés sur leurs adversaires et datent des matchs qu'ils vont livrer pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Le point avec Christian Bokaya qui nous parlera aussi de la Copa América et de l'Euro dans ce panorama sportif juste de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. Après un magnifique week-end, on s'informe sur le sport, en commençant par les Jeux Olympiques d'abord de Paris. Les athlètes congolais sont en train de se préparer, mais dans des conditions précaires. Un magnifique week-end pour d'autres sportifs, oui, mais pas un magnifique week-end pour vous. Parce que vous étiez un tout petit peu déçu par certains résultats enregistrés par les équipes que vous soutenez, que ce soit à l'Euro, mais également à la Copa América. Mais on commence d'abord au pays, Christopher Ochokoum, avec les Jeux Olympiques. C'est plutôt pitoyable, Christopher, de voir que les athlètes congolais qui vont représenter les pays aux Jeux Olympiques s'entraînent à ciel ouvert. Pourtant, nous avons des gymnases construits à l'occasion des Jeux de la francophonie, des gymnases dans lesquels les athlètes congolais pouvaient bien évidemment aiguiser les fers. Les boxeurs et judokas s'entraînent, je le disais tantôt, à ciel ouvert, dans l'optique plutôt de nous ramener des médailles. Est-ce qu'on devrait s'attendre à grand-chose sur la participation des Léopards dans ces JO de Paris? Il y a quelques jours, le ministre des Sports et Loisirs annonçait les décaissements des fonds pour permettre aux Léopards de se préparer pendant 3 semaines au Maroc. Pas de suite jusqu'à ces jours, puisque les dossiers traînent encore dans la chaîne des dépenses. Et le COC a préfinancé cette préparation selon ses maigres moyens. Je voudrais qu'on écoute plutôt la désolation de quelques athlètes concernés bien sûr par ces Jeux Olympiques. Travailler na bango eza pena bien te na ndenge bazo travailler toza na basale ebele ya kotravailler ya sport mais niveau ba travailler na martyr awa ya kitoko te ta ba judoka nde ba travailler lokola ba travailler lokola ba judoka équipe nationale te ba boxer ba travailler ko ba boxer équipe nationale te eza kitoko te ba pesa honneur ya mboka Mogande momo na rande leka malgré ba conditions na ba difficulté mo ezali pour la préparation tu vois momo na tande to travailler à mingi ça mingi ça ba junior ba cadet ba senior mingi donc ba ya penate po eza ba marque qui fait to ba partenaire na nga donc faut baza la moi motivé au moins que te moi temps muto to travailler mon niveau ne pas rapport na nga ba partenaire na so eza moi la C mais on limba trop donc et ça moi difficulté tout le monde tout travaille en plein air mais au moins que tout le monde ba ça ba ni belé mo konzambo ba tongela biso ça la police ezaki ba so apesa ngata travail wana coulisse il ça bien à plein air et ça bien té ne mo pena na 20 mepesa na mo ba ninga na ba boxer ba travail donc on peut te ça rarement à part ça donc d'habitude sur dans le bani c'est préparer la norme normale té yo moko ye on nous a biso image na stade de martyr et là ici quand il y a boxe té donc c'est bon ici quand ring eza kama bende ba poli biloko nyonso wana ezala mais awa na terrain football tu vois que tozo profiter kana mbangu na ba sparring un peu awa eza vraiment na norme té ya qualité ya compétition biso tozo kende. Qui veut aller loin ménage sa mouture, dit-on. Ce n'est pas le cas pour le moment pour les athlètes congolais. Et donc, nous ne devrons pas nous attendre à des surprises à Paris d'ici quelques semaines. Affirmatif.
Coupe du Congo, dames, le bateau accoste ce lundi. Et c'est dans quelques minutes, Christopher Otsoukoum, avec une finale alléchante entre le football club féminin Mazembe et le FCF Amani de Lubumbashi, respectivement premier du groupe A et du groupe B. En conférence de presse d'avant-match, et les coachs des deux équipes se sont plutôt montrés optimistes et ont promis de tout donner sur le terrain afin de gagner la coupe et être éligible à la compétition continentale. On reviendra avec beaucoup de précision le soir pour bien évidemment apporter les résultats de cette finale entre Amani et le FCF Mazembe à Lubumbashi. Éliminatoire CAN 2025, les Léopards savent qu'ils vont affronter au Maroc en 2025. Effectivement, Christopher, ce sera du 2 au 10 septembre prochain déjà que les Fauves congolais devront se lancer dans les 2 premières journées. Et on va bien sûr commencer à domicile face à la Guinée. Ensuite, s'envoler pour Addis Abeba où on va croiser les fers avec l'Éthiopie. La 3e et la 4e journée se joueront du 7 au 15 octobre. Et ce sera en aller et retour contre la Tanzanie. La 3e journée sera bien sûr à Kinshasa. Ensuite, la 4e journée à Dar es Salaam. La 5e et la 6e journée se joueront du 11 au 19 novembre 2024. La RDC sera reçue, en tout cas, par la Guinée, voilà, pour le compte de la 5e journée avant de clôturer sa campagne à domicile contre l'Éthiopie. Dans ce groupe, les Léopards vont retrouver 2 nations qu'ils ont déjà affrontées. Lors de la dernière CAN, c'était bien sûr en Côte d'Ivoire. En image, on reviendra peut-être sur leur dernière victoire en quart de finale contre les Sili national. C'était bien sûr sur le score des 3-1 et ce sera dans le journal Vespéral de Nathalie Yoko Mposo. Et ça ne crée pas une petite confusion, bon, que ce soit dans la tête des supporters ou des joueurs, vu que les 2 éliminatoires se jouent pratiquement en même temps, Cannes et Coupe du Monde, il faut des dispositions. Effectivement, mais sauf que les éliminatoires de la Coupe du Monde sont au mois de mars 2026, disons 2025. Heureusement que la CAF a jugé bon de faire jouer les éliminatoires de la CAN. Si vous regardez bien, c'est du mois de septembre au mois de novembre. Donc, on a condensé le match, question de permettre aux joueurs aussi voilà, d'avoir un tout petit peu le temps. Mais ce sera compliqué pour les binationaux, puisque entre-temps, le championnat européen seront déjà des retours. Il faudrait faire avec et ce sera très compliqué. Tout ça parce qu'on veut aménager un peu de l'espace pour la Coupe du Monde de clubs. Et c'est très compliqué. Et ce sont beaucoup plus les joueurs africains qui vont vraiment souffrir par rapport à ces cas. Et bonne chance pour expliquer aussi aux supporters, on va dire aux profanes, que ce match, malgré qu'on avait gagné, ça ne compte pas pour l'Afrique. Ou ce match, on a gagné, ça ne compte pas pour la Coupe du Monde. Et vice-versa. Il faudra beaucoup d'émissions pour ça. Oui, on les fera, je crois, un vendredi, si on aura le temps, comme d'habitude, dans la matinale, prendre même 2 heures pour voilà, expliquer. Avec plaisir. Voilà. Euro 2024, les combinaisons des demi-finales connues, vous étiez en train de me charrier au début de votre panorama sportif. C'était à raison, Christopher, parce que là, on connaît déjà les différentes combinaisons de demi-finales. Il s'agit de France, Espagne et Pays-Bas-Angleterre. Il n'y a qu'un seul pays que vous soutenez jusque-là. Et je connais bien sûr, en fait, les raisons, hein, c'est l'Angleterre, parce qu'il y a encore Jude Bellingham. Mais Christopher, les 2 dernières nations citées ont décroché leur ticket samedi en éliminant respectivement la Turquie 2-1 au terme d'un match compliqué. On les voit d'ailleurs en image. C'était bien sûr les Pays-Bas qui avaient réussi à écarter la Turquie. Des Lions sont passés également près du gouffre pour obtenir leur ticket face à la Suisse en réussissant 5 tirs contre 3 seulement pour la Nati. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout, excusez. Un jour avant, soit vendredi, on connaissait la composition de l'autre demi-finale. La France a obtenu son billet dans la douleur après la séance des tirs au but. C'était bien sûr face au Portugal de Cristiano Ronaldo à l'issue des temps réglementaires et prolongations. Le score était de 0 but partout. Par contre, l'Espagne avait réussi un grand coup en élaguant l'Allemagne devant son public alors que la Mannschaft s'attendait au tir au but après son égalisation. La Rora, par l'entremise de Merino, va la crucifier à 1 minute de la fin de prolongation en marquant le 2e but. Voilà, c'est déjà pour demain la première demi-finale entre l'Espagne et la France. Un petit commentaire déjà par rapport à cette affiche? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Moi, j'ai très déçu de voir l'Allemagne partir, le Portugal.
Aussi, même la Turquie, hein, qui n'a pas démérité, qui menait au score. Peut-être un problème d'expérience. En quelques minutes, moins de 10 minutes, ont encaissé 2 buts coup sur coup et sont sortis de la compétition. Bonne chance à Toni Kroos dans sa nouvelle vie. À Cristiano Ronaldo qui ne jouera plus l'Euro, mais pourquoi pas à la Coupe du Monde, peut-être en 2026, on verra. Comment ça va se passer. Attendons voir s'il va garder toujours ses jambes. Rappelons que Pépé a joué à 41 ans. Ouais, effectivement. 41 ans, 7 euros. Copa América à présent, là, il y a eu aussi quelques, on va dire, surprises ou des illusions. En tout cas, c'est déjà les demi-finales. C'est déjà les demi-finales, et sans le Brésil des Vinicius Junior, mais également des Rodrigo. Le Brésil a dit adieu à la compétition dans la nuit de samedi à dimanche en se faisant éliminer par l'Uruguay de l'autre joueur du Real Madrid, Federico Valverde. Au moins, ça vous arrange cette fois-là. Après le nul des 0 buts partout au temps réglementaire, la Selensan et la Céleste devaient se départager à la séance de la loterie. Une séance qui a souri à l'Uruguay qui a réussi 4 tirs contre 2 seulement pour le Brésil. En demi-finale, l'Uruguay affrontera la Colombie qui a laminé le Panama 5 buts à 0 et l'Argentine de Lionel Messi, qualifié après la séance des tirs au but face à l'Équateur, affrontera le Canada. Le Canada aussi qui a éliminé le Venezuela à l'issue de la séance des tirs au but. Sur les 4 matchs de quart de finale, 3 seulement sont allés jusqu'à la séance des tirs au but. Seule la Colombie a gagné pendant les 90 minutes. Est-ce que ceci vient alimenter un tout petit peu les débats sur les niveaux de 2 compétitions, la Copa América et l'Euro? On sent qu'il y a quand même un peu plus de l'intensité du côté de la Copa que de l'Euro. Personnellement, Christian, moi j'ai suivi tous les matchs de la Copa América jusque-là. Je me donne la peine de veiller jusqu'à 2 heures. Pour le cas de l'Argentine au Brésil, presque 4 heures du matin. J'ai été un peu déçu par le match Brésil-Uruguay. Pas tellement de jeux, beaucoup de physique. Il y a des joueurs comme Hendrick qui va venir au Real, mais qui n'a pas pu faire ne serait-ce la moindre passe réussie durant tout le match. C'est vraiment assez décevant, mais coup de chapeau pour une sélection comme la Colombie, qui, vous l'avez dit, est la seule équipe qui se qualifie sur le terrain et avec un score de 5-0. C'est pas n'importe quoi. On va voir ce que ça va donner jusqu'en finale, mais je ne vois pas l'Argentine l'emporter. Non, mais je vous signale déjà que le terrain ou le chemin serait balisé pour l'Argentine, parce qu'en demi-finale, c'est le Canada. Alors, peut-être pour la finale, peut-être pour les demi-finales, mais à la finale, ça va vraiment être compliqué de sortir l'Uruguay ou la Colombie, qui sont des équipes en forme aussi. Il faut toujours rappeler que l'Albi Céleste est championne du monde en titre. Donc, et que Messi n'a marqué aucun but dans cette Copa América. Il peut marquer un seul but en finale et il remporte la coupe. Voyons voir ce que ça va donner. Je crois que c'était tout déjà pour le sport. Merci Christian Boukaya. On va se retrouver. Journal de sport le soir. Ce sera avec Nathalie Oko. Ce sera avec Nathalie Oko. Nathalie Oko, pour plus des détails, on vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Les plaisirs à partager. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La mort continue de frapper en Ituri de suite de l'insécurité. 4 personnes ont été sauvagement abattues ce dimanche par des personnes armées dans un comptoir d'achat d'or à Bunia, chef-lieu de la province. Dénonciation à Lubumbashi d'un réseau de mafieux fournissant des plaques d'immatriculation pirates. Un phénomène qui renforce l'insécurité dans la province du Haut-Katanga et qui affaiblit les recettes fiscales. Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Bien que l'extrême droite n'a pas pu réunir la majorité nécessaire pour gouverner, le président français a lui aussi perdu des sièges à l'Assemblée au profit de la gauche. Vous avez suivi dans ce journal des explications de Jean-Marie Kassamba. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis, Christophe. Un journal, mais 3 sujets. Benjamin Moudiata, on va commencer avec le développement de la chaîne des valeurs avec la RSP.
La grande firme Ivanhoe, avec sa filiale Kamoa, s'engage à être des modèles en République démocratique du Congo. Justement, Christopher, le sujet a fait la une des beaucoup de tabloïds de Paris aujourd'hui. Là, nous l'avons aussi à la une sur la prospérité, comme vous pouvez le voir derrière moi au grand écran, qui dans ses colonnes intérieures nous renseigne que c'est le message qui ressort de l'audience accordée au vice-président de cette firme internationale, Olivier Bingo, par le directeur général de la RSP, Miguel Cachal-Katambe, qui a noté avec satisfaction le soutien de cette grande multinationale à la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour l'aménagement ou l'émergence même de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Le même sujet a été repris sur Forum des As, Christopher, à la une. RSP, Ivanhoe s'engage à être un modèle dès l'essor de la chaîne des valeurs en RDC. Ce média a épinglé le propos de Miguel Cachal-Katambe, je cite, « Depuis l'indépendance de la RDC, il a fallu qu'un jour, Félix Tshisekedi arrive à la magistrature suprême pour apporter cette délivrance et ce changement de la donne de l'histoire économique de la République démocratique du Congo. » Et il y a également le séjour à Toronto, au Canada, de la gouverneure Fifi Masuka, qui a impressionné des leaders économiques locaux. Bien évidemment, c'est un retour en fait du voyage que vient d'effectuer la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, au Canada, où elle a rencontré plusieurs acteurs économiques canadiens pour le développement de sa province, donc le Lualaba et par ricochet la République démocratique du Congo. Le journal Le Pacifique place le sujet à la une, tout en nous informant dans ses colonnes intérieures que sur place à Toronto, Madame Fifi Masuka Saini a développé d'intenses activités économiques, des lobbying et de marketing avec des milieux d'affaires et universitaires canadiens. Tout porte à croire, Christopher, que son séjour d'affaires au Canada va porter des fruits escomptés dans la création d'opportunités d'investissement dans sa province. C'est en quelque sorte un résumé de voyage réussi au Canada de Fifi Masuka Saini, présidente nationale du parti politique FIDEC. D'ailleurs, Christopher, en parlant de FIDEC, pourquoi ne pas prendre en ricochet les élections qui vont bientôt se tenir au sein du parti? Nous avons un titre dans le même journal toujours qui en parle, bientôt des nouveaux animateurs à la tête du FIDEC Lualaba. Maître Trésor Mahamba soutient la candidature de Thierry Issa Mbumba Mujinga parmi les postulants, donc Christopher, au poste du président fédéral de FIDEC Lualaba. On retient le nom de Maître Thierry Sambumba Mujinga, cet excellent bourgmestre de la commune de Manika, dans la ville de Kolwezi, candidature que soutient de manière indéfectible Trésor Mahamba. En dehors de Fifi Masuka Saini, les tabloïds de Le Pacifique a fait écho du Maniema avec le Moussa Kabouankoufi, nouvellement investi, et la mission de Bernard Kabessé aussi, en mission d'itinérance pour secouer les directeurs provinciaux de la DGDA. Tout justement, Christopher, hein, c'est un petit tour avec ce journal continuant, avec le journal Le Pacifique, avec ce titre « Province du Maniema ». Enfin investi par ordonnance présidentielle, le gouv Moussa Kabouankoubi, déjà face au dossier du système éducatif. Dans cet article, le média a souligné qu'au-delà de toutes ces manifestations de joie, la population du Maniema attend beaucoup du nouveau gouverneur qui doit dès à présent se mettre au travail pour améliorer en premier lieu la situation socio-économique difficile que connaît cette province. L'appel le plus pressant vient des inspecteurs de province éducationnelle de Maniema 1 et 2. Et on va boucler complètement avec ce titre DGDA, l'atteinte des assignations, c'est la priorité de la DGDA. Bernard Kabessé en mission d'itinérance pour secouer les directeurs provinciaux. Les chevaliers de la plume qui ont abordé ce sujet soulignent que cette mission de Bernard Kabessé, il était question également pour le numéro 1 de la DGDA de secouer certains directeurs provinciaux dont les entités peinent encore à atteindre des assignations imposées par le gouvernement via le ministère des Finances. Lors de son séjour dans ces différentes provinces, Christopher, les DG Kabessé, Moussangou,
n'a pas manqué d'encourager les agents et cadres de respecter scrupuleusement les instructions qu'il leur a données. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, très chers téléspectateurs, vivez heureux, vivez 100 ans et restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.